On pense souvent que les conflits armés se jouent sur le champ de bataille. Les armées avancent, les ennemis battent en retraite, et finalement un camp l'emporte. Mais les guerres modernes se terminent rarement de cette façon. Elles prennent fin quand munitions, marchés et élections de mi-mandat commencent à s'effondrer en même temps. Ces points de pression déterminent combien de temps les hostilités peuvent réellement durer. Au cours des 5 premiers jours de cette guerre, les États-Unis ont utilisé environ 800 intercepteurs Patriot. Une fois que les munitions commencent à manquer, les commandants doivent faire face à des choix difficiles. Ils peuvent soit ralentir le rythme des opérations, soit redéployer des ressources provenant d'ailleurs. Le Pentagone a opté pour la seconde option. Il cannibalise des systèmes de missiles à travers la région Asie-Pacifique pour soutenir les opérations de combat. Cette vidéo montre 6 lanceurs THAAD retirés de la base américaine en Corée du Sud et redéployés au Moyen-Orient. Les marchés, cependant, ne se soucient pas des victoires sur le champ de bataille, ils s'intéressent à la stabilité. Si les investisseurs pensent qu'un conflit pourrait s'aggraver et devenir une crise prolongée, ils commencent à se préparer aux conséquences économiques bien avant que celles-ci ne se manifestent pleinement. Les centres de données ferment, les compagnies maritimes modifient leurs itinéraires, les capitaux commencent à se diriger vers des actifs plus sûrs, et ainsi de suite. La fermeture du détroit d'Ormuz, par exemple, n'affecte pas seulement les prix du carburant. Cela impacte le fret, l'alimentation, le logement et les infrastructures hydrauliques. La vie moderne repose sur des flux énergétiques stables, et dès que ceux-ci commencent à fluctuer, les effets se propagent. Ainsi, tandis que les planificateurs militaires se concentrent sur les objectifs opérationnels, les dirigeants politiques doivent également prendre en compte la manière dont le conflit perturbe l'inflation, les prix de l'énergie et l'économie au sens large. Même les superpuissances doivent composer avec la réalité. Nous vivons peut-être dans ce qui semble être l'époque la plus anxiogène de ces dernières années. Ce n'est pas forcément la période la plus dangereuse de l'histoire, mais c'est souvent ce que l'on ressent. Le premier point de tension dans la guerre moderne, ce sont les munitions. Tout repose là-dessus. À première vue, l'armée américaine semble presque illimitée en puissance de feu. Des missiles de précision peuvent frapper des cibles à des centaines de kilomètres. Des satellites suivent les mouvements en temps réel, tandis que les systèmes de défense aérienne interceptent les roquettes en plein vol. On pourrait presque croire que les armées avancées peuvent simplement continuer à se battre aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Mais il y a une réalité silencieuse derrière tout cela. Les armes modernes sont extraordinairement difficiles à produire. Un missile Tomahawk n'est pas simplement un tube métallique rempli d'explosifs. Il contient des composants électroniques spécialisés, des systèmes de guidage avancés et des éléments provenant de longues chaînes d'approvisionnement. Beaucoup de ces pièces sont produites en petite quantité par seulement une poignée de fabricants. C'est la même chose pour les missiles intercepteurs, les drones longue portée et les bombes guidées de précision, ce qui signifie que ces armes ne peuvent pas être remplacées rapidement. Au début d'un conflit, ce problème passe facilement inaperçu. Les armées comptent sur des stocks accumulés pendant des années. Ces réserves leur permettent de maintenir un rythme élevé de frappe dans les premières phases d'une guerre. Les missiles sont lancés, les défenses aériennes interceptent et ainsi les commandants agissent, comme si l'approvisionnement n'était pas un problème. Mais les stocks ne durent pas éternellement, et une fois qu'ils commencent à diminuer, la guerre se heurte à des contraintes industrielles. Les usines ne peuvent pas augmenter leur production du jour au lendemain. Pour cela, il faudrait du temps, de la main-d'œuvre qualifiée, et surtout, des contrats pluriannuels avec les fournisseurs. Prenons le missile intercepteur SM-3 comme exemple. La marine américaine l'utilise pour abattre des missiles balistiques. Selon la variante, chaque missile coûte environ entre 10 et 28 millions de dollars. Ce prix reflète sa complexité. Le missile doit détecter une ogive balistique dans l'espace, la suivre et entrer en collision avec elle à plusieurs kilomètres par seconde à l'aide d'un véhicule tueur cinétique. C'est essentiellement un petit engin spatial conçu pour détruire un autre objet voyageant plus vite qu'une balle. Mais à cause de cette complexité, la production des missiles SM-3 est limitée. Le nombre exact est classifié, mais ils sont produits en relativement petite série, souvent seulement par dizaines chaque année, selon les achats du Pentagone. Un autre exemple est l'intercepteur Patriot PAC-3,
l'un des principaux missiles utilisés par l'Amérique et Israël pour abattre les missiles iraniens. Chaque intercepteur PAC-3 coûte environ 4 à 5 millions de dollars. Cependant, malgré son utilisation répandue, la production reste relativement limitée. En 2025, le fabricant Lockheed Martin a produit environ 620 intercepteurs PAC-3. Cela peut sembler beaucoup au premier abord, mais les systèmes de défense aérienne modernes tirent souvent plusieurs intercepteurs sur un seul missile entrant afin de garantir sa destruction. Dans un conflit prolongé et de haute intensité, cette équation modifie progressivement la nature de la guerre. Une nuit de défense antimissile peut épuiser des mois de production. Cette vidéo montre plus d'une douzaine d'intercepteurs Patriot lancés depuis la base aérienne américaine locale lors d'un barrage de missiles iraniens. En moins d'une minute, près de 2% de la production annuelle des Patriots disparaît. Aucune machine de guerre ne peut fonctionner ainsi indéfiniment. La même contrainte de munitions existe du côté iranien, même si elle prend une forme très différente. L'Iran possède l'un des plus grands arsenaux de missiles balistiques du Moyen-Orient, estimé à plusieurs milliers. Mais les missiles à eux seuls ne déterminent pas la puissance de feu qu'un pays peut déployer sur le champ de bataille. Ils ont également besoin de lanceurs. Ces véhicules de lancement doivent constamment se déplacer, se cacher et se repositionner. Au moment où un missile est tiré, les capteurs et les satellites peuvent souvent remonter à l'origine du lancement, ce qui fait du véhicule lui-même une cible de choix. Détruisez suffisamment de ces lanceurs et même un important stock de missiles devient inutile. L'Iran a également beaucoup investi dans les drones, ce qui pousse la logique économique de la guerre encore plus loin. Les systèmes comme le Shahed 136 sont rudimentaires comparés aux missiles. Ils sont construits avec de petits moteurs et une électronique basique, et on estime leur coût entre 20 et 50 000 dollars chacun, certaines estimations allant même jusqu'à 7 000 dollars. Lancés par vagues, ces drones obligent les défenseurs à utiliser des intercepteurs bien plus coûteux, saturant progressivement les défenses aériennes et épuisant les stocks plus rapidement qu'ils ne peuvent être reconstitués. Dans l'ensemble, ces dynamiques montrent que la guerre moderne dépend autant de l'industrie que des tactiques. La victoire revient à celui qui peut maintenir le flux d'armes. Les conflits armés d'aujourd'hui font face à un autre point de pression qui n'existait pas au même degré dans le passé. Les marchés financiers. Au moment où des combats éclatent, dans une région stratégiquement importante, les prix de l'énergie bougent en quelques heures, les coûts de transport augmentent, et les investisseurs commencent à réévaluer les risques. Très souvent, ces fluctuations du marché se produisent encore bien avant que les gouvernements ne décident comment réagir. Nous voyons déjà cette dynamique se dérouler. Les prix du pétrole ont bondi dès que les hostilités ont commencé à perturber le trafic près du détroit d'Ormuz. Les gouvernements ont agi rapidement pour calmer les marchés en libérant des réserves stratégiques et en indiquant que des approvisionnements supplémentaires pourraient être rendus disponibles si nécessaire. Ces mesures ont permis de stabiliser les prix pour le moment, mais cet épisode illustre à quel point les marchés mondiaux sont sensibles. Ce n'est pas seulement le pétrole. Quand les marchés de l'énergie bougent, les effets se propagent partout. Le transport devient plus cher, les coûts de fabrication augmentent et l'inflation recommence à grimper. Ces perturbations se propagent bien plus vite que les campagnes militaires et se répercutent sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La production d'engrais, par exemple, dépend fortement du gaz naturel. Lorsque les prix de l'énergie augmentent, le coût de production de l'ammoniac, l'ingrédient clé des engrais azotés, augmente également. Cette augmentation finit par atteindre les agriculteurs, ce qui, dans quelques mois, fera grimper le coût des cultures de base comme le blé, le maïs et le riz. L'aviation mondiale en est un autre exemple. Le Moyen-Orient se trouve au carrefour des principales routes aériennes reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Environ les 2/3 de la population mondiale vivent à moins de 8 heures de vol de Doha et de Dubaï. Ainsi, lorsque des missiles, des drones ou des systèmes de défense aérienne menacent l'espace aérien régional, les compagnies aériennes sont contraintes de dérouter les vols autour des zones de danger. Voici l'état actuel de l'espace aérien régional. L'Azerbaïdjan est en fait le seul lien direct entre l'Europe et l'Asie. Mais ce n'est pas tout. Les conséquences en cascade ne restent pas forcément locales.
Des secteurs éloignés les ressentent aussi. Une grande partie de la dynamique récente du marché boursier américain et une part importante de la croissance économique des États-Unis sont portées par une poignée de géants de la technologie, souvent appelés les 7 magnifiques. Ces entreprises dominent le marché. Rien qu'en 2023, elles ont représenté environ 60% du rendement total du S&P 500, ce qui montre à quel point le rebond du marché est devenu concentré. Cependant, l'expansion de ces géants de la technologie dépend d'investissements massifs dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, en particulier les centres de données qui alimentent l'informatique en nuage et l'apprentissage automatique. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn courtisent activement ces géants de la technologie pour qu'ils hébergent des centres régionaux de cloud et d'IA dans le but de se positionner comme des pôles d'infrastructures numériques. Mais l'Iran juge cette infrastructure numérique partie intégrante du conflit. Des drones iraniens ont déjà endommagé des centres de données Amazon aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, ce qui a perturbé les services cloud utilisés par les banques et les entreprises de la région. Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle et Palantir sont désormais toutes des cibles légitimes, selon le CGRI. En menaçant ou en endommageant l'infrastructure à l'étranger de ces entreprises, l'Iran tente de s'attaquer à la colonne vertébrale numérique du secteur technologique américain et, par extension, à un moteur clé de la croissance économique des États-Unis. Les pipelines, le transport maritime, les engrais, les centres de données, ce n'est que le début. Les effets d'entraînement touchent encore plus l'économie mondiale. La production pétrochimique dépend fortement des matières premières issues du pétrole et du gaz. Les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs dépendent de routes maritimes prévisibles et de matériaux industriels spécialisés. Les fonds souverains du Golfe gèrent des milliers de milliards de dollars d'actifs à travers le monde, donc toute instabilité qui les oblige à déplacer leur capital peut avoir des répercussions sur les marchés financiers. Pris ensemble, ces exemples révèlent à quel point de nombreux systèmes essentiels soutiennent l'économie mondiale. Un conflit prolongé avec l'Iran influencera les prix, les chaînes d'approvisionnement et la croissance à travers la planète. Et à mesure que ces perturbations s'accumulent, la Maison-Blanche finira par céder progressivement aux investisseurs et aux marchés. La politique est le troisième et dernier point de pression. Elle est moins visible que les armes ou les marchés, mais tout aussi puissante. Alors que les campagnes militaires peuvent durer des années, les élections arrivent à date fixe. Et ce décalage finit par créer de la pression. Au début d'un conflit, les dirigeants politiques bénéficient généralement d'un large soutien populaire. Les gouvernements ont une marge de manœuvre, et les opérations militaires avancent avec relativement peu de résistance intérieure. Mais cette unité dure rarement éternellement. À mesure que les hostilités s'éternisent, des questions commencent à émerger. Quels sont les objectifs ? Combien de temps cela va-t-il durer ? Quels sont les coûts ? Ces questions deviennent de plus en plus pressantes dès que la guerre commence à affecter la vie quotidienne, que ce soit par la hausse des prix du carburant, l'inflation croissante ou le flot continu de pertes humaines. Aux États-Unis, la prochaine échéance politique approche toujours. Tous les 2 ans, les Américains élisent un nouveau congrès. Le prochain scrutin est prévu pour novembre 2026. Lors de cette élection, les 435 sièges de la Chambre des représentants et environ 1/3 des sièges du Sénat seront en jeu. Ces élections de mi-mandat deviennent souvent un référendum sur les politiques du président en exercice, surtout en période de difficultés économiques ou de conflits militaires. Une guerre qui s'éternise peut rapidement devenir un handicap politique, même si les combats restent éloignés. Les législateurs, en particulier ceux issus de circonscriptions et d'États clés, sont généralement les premiers à prendre leur distance avec les politiques impopulaires. Pas nécessairement parce que la guerre a été perdue, mais parce que l'environnement politique intérieur ne peut plus la soutenir. Pour un président, cela crée un dilemme. Les armées peuvent se battre tant que leurs réserves durent, les économies peuvent absorber des chocs pendant un certain temps, mais la légitimité politique doit être renouvelée dans les urnes. Donc, si la guerre avec l'Iran se prolonge suffisamment pour coïncider avec les élections de mi-mandat, la pression ne viendra pas seulement du champ de bataille ou des marchés, elle viendra aussi du Capitole.
Pris ensemble, les munitions, les marchés et les élections de mi-mandat détermineront l'issue de ce conflit. Chacun de ces points de pression peut influencer les décisions politiques. L'Iran comprend cette dynamique et en profite. Les attaques contre les pétroliers et les centres de données visent à étirer les chaînes d'approvisionnement en missiles, à déstabiliser les marchés mondiaux et à attendre que la pression politique monte à Washington. Et à mesure que ces points de pression convergent en même temps, ils commenceront à réduire la marge de manœuvre de Trump. Très vite, la victoire totale est transformée en un résultat acceptable. Ce serait le compromis. Il y a une certaine ironie dans tout cela. La guerre censée affaiblir l'Iran pourrait au contraire laisser le pays avec un Khamenei de 30 ans plus jeune. C'était Shervan de Caspian Report. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci de votre attention et salle.